Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux qui étaient déjà présents sur les sessions précédentes. Je m'appelle Stécie Algrin, je suis journaliste spécialisée sur les enjeux de biodiversité. Je suis très heureuse de présenter cette dernière session de la journée sur la Water Odyssey qui s'intitule Cérémonie des gardiens de la Seine. On est juste à côté de la Seine, donc on ne pouvait pas faire mieux. À la limite, on pourrait mettre nos petits maillots et nos bouées et on serait un peu plus proche, mais bon, je ne sais pas si on va faire ça tout de suite. Pour parler de ce sujet des gardiens de la Seine, qui est un peu énigmatique quand même comme titre, vous allez avoir avec nous trois intervenants dans un premier temps, puis un autre intervenant qui nous vient tout droit d'Espagne. Donc on sera en anglais pour cette deuxième partie. Et évidemment, on aura aussi quelques temps pour que vous puissiez poser des questions, parce que l'idée c'est qu'on soit aussi dans l'interaction. Vous l'aurez compris, on va parler de la question des droits de la nature, des droits qu'on pourrait donner à la Seine. Et avec moi pour faire ça, trois intervenants qui travaille au quotidien, je dirais, sur ces enjeux-là. On a notamment Marine Calmet, qui est juriste et qui est fondatrice de Wild Legal, une des organisations qui est la plus dynamique, la plus active en France depuis de nombreuses années sur la question des droits de la nature, qui va vous présenter son travail, également comment est-ce qu'elle se bat ici en France et à Paris pour vraiment faire avancer le sujet. On aura également Pierre Abadan, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des JO et Paralympiques et de la Seine, puisque tout ça est bien évidemment lié. Et ensuite, Emma Aziza, que je ne présente pas, puisqu'elle est une hydrologue très reconnue en France, également présidente de Mayan Labs, et elle va venir également faire le lien entre la science, cette question du cycle de l'eau, et les droits de la nature. Je vous invite à les accueillir tout de suite sur scène, on peut les applaudir. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans cette Water Odyssey. J'ai introduit des notions qui ne parlent pas forcément à tout le monde. J'ai parlé des droits de la nature, j'ai parlé des gardiens de la Seine. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Marine. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur c'est quoi les droits de la nature ? Bonjour à tous. Alors, le mouvement des droits de la nature, c'est aujourd'hui un mouvement qui est mondial, qui vise à reconnaître que la nature n'est pas juridiquement un ensemble de biens, de marchandises, de services écosystémiques, mais que juridiquement, il s'agit d'une communauté vivante, interagissante, et que cette communauté a des droits propres, distincts des droits humains potentiellement, mais nos droits sont profondément dépendants de ces droits de la nature. Et donc, il s'agit d'un mouvement qui est à la fois une réflexion profonde autour de l'éthique environnementale, quel lien nous entretenons avec le vivant, et une réflexion philosophique, notre position à nous, finalement, au sein de cette communauté vivante, et puis évidemment un mouvement juridique et politique visant à rééquilibrer le rapport de force entre ceux qui dépendent de la nature et qui la défendent, et ceux qui la détruisent. Parce qu'on est aujourd'hui dans ce moment juridique et politique où il faut se poser ces questions-là pour construire un droit plus solide, capable justement de résister à l'effondrement de la biodiversité, à la destruction du cycle de l'eau. Et ce mouvement, il est en plus profondément ancré dans les questions politiques de qui est gardienne et gardien de la nature. Comment faire en sorte de remettre du sens dans la démocratie de l'eau et faire en sorte qu'éclosent justement de nouveaux modèles de représentation où sur la Seine, la Garonne, la Bièvre, des petits cours d'eau de montagne ou ailleurs, eh bien, la question de la représentation écocentrée et donc plus anthropocentrée, la gouvernance pensée non pas que pour les humains, mais pensée à l'aune de tous les êtres qui composent notre monde, puisse permettre d'aller de l'avant sur ces questions de démocratie et de participation de vous et de moi au quotidien dans la défense de nos milieux de vie. On entend dans ce que tu dis que finalement il y aurait une rupture avec un peu la vision actuelle de la nature, des écosystèmes. Aujourd'hui, on a tendance à considérer finalement que la nature, on a le droit de la posséder, de l'accaparer. C'est ce qui fait le lien aussi avec les enjeux d'écoféminisme. Comment est-ce qu'on peut, je dirais, pousser ce changement de paradigme dans une société qui aujourd'hui est quand même très éloignée de ces questions-là, de ces anticipations-là, surtout quand on voit avec une espèce de backlash un peu écolo, où pourtant le droit quand même arrive à nous permettre d'avoir des percées aussi sur des luttes écolo majeures. Pour essayer de résumer rapidement, il y a un très bon rapport qui a été publié par l'IPBES, vous savez, ce qu'on appelle le GIEC de la biodiversité, qui a été publié en 2022, il s'appelle « Valeurs et valorisation de la nature », vous pouvez le retrouver, c'est passionnant. Ils expliquent sociologiquement ce qui fait nos piliers de valeurs dans une société. Nous, en France, on est principalement dans une société qui vit de la nature. On a un rapport utilitariste au vivant et on vit dans la nature. On a un rapport aussi patrimonial à certains écosystèmes qu'on valorise plus que d'autres parce qu'ils se rapportent à nous.
Ça, ce sont nos rapports au vivant dans notre société occidentale et plus globalement dans les, je dirais, les valeurs dominantes. Là où, pour le coup, dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, on vit avec la nature. On reconnaît l'altérité, les autres qui vivent avec nous. Voire même, on vit dans la nature et comme la nature. On s'identifie. C'est par exemple le cas de certains peuples qui ont des liens de quasi-filiation avec certains écosystèmes. Les Maoris, par exemple, considèrent que certaines montagnes sont leurs ancêtres. Et donc, dans ces sociétés-là, les piliers de valeur, évidemment, sont radicalement différents des nôtres. Et les scientifiques de cette plateforme, de l'IPBES, disent il faut changer nos modèles de valeur, switcher justement sur d'autres piliers qui permettent de garantir l'harmonie de notre société avec le vivant. Et donc, comment on y vient ? Évidemment, il faut changer beaucoup de choses. Ça tient notamment à 3 grands défis, identifiés aussi par l'IPBES. Résoudre ce problème de rupture entre l'humain et la nature, reconnaître l'autre, retisser des liens culturels, mettre un terme à l'accaparement et à la concentration des richesses et du pouvoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le phénomène trumpien et Elon Musk. Cet accaparement et cette concentration du pouvoir et des richesses est fondamentalement mortifère pour la biodiversité, pour le vivant en général. Et repenser nos institutions pour passer d'une priorité donnée aux gains individuels et court-termistes à une société qui voit le long terme, qui est en capacité d'intégrer les intérêts plus qu'humains, et ça sur plusieurs générations. Donc il y a tous ces leviers-là sur lesquels on peut jouer, et l'IPBES dit les droits de la nature font levier sur au moins 2 de ces défis, le défi culturel, rattachement à la nature, et le défi institutionnel, reprioriser ce qui est vital au lieu de ce qui est juste financiarisable. Pierre Rabanon, c'est le moment où je me tourne vers vous, puisque la mairie de Paris est une institution qui est aux prises aussi avec des enjeux qui sont multiples, et la question environnementale, la question des droits de la nature arrive de plus en plus. Paris a récemment accordé la citoyenneté d'honneur à la Seine et a lancé une convention citoyenne sur le sujet. Déjà, pourquoi est-ce que ce geste symbolique est réalisé maintenant, et peut-être quel est votre regard sur les droits de la nature ? Merci pour la question. Bonjour à tous et à toutes. Alors, expliquer la citoyenneté d'honneur, j'étais en train d'y penser là quand Marine nous exposait son propos. Finalement, en y réfléchissant, je me disais que c'était juste simplement une réparation. La citoyenneté d'honneur, c'est... j'ai regardé avant à qui avait été attribuée la citoyenneté d'honneur, parce que sachez que dans le débat politique du moment, on m'a demandé de justifier finalement pourquoi on accordait une citoyenneté d'honneur à autre chose qu'à une personne. Et en regardant ce qui avait été fait dans le passé, la biodiversité a eu la citoyenneté d'honneur de la ville, des personnalités comme Paul Watson, parce que aussi il l'a eu récemment, et il nous semblait essentiel au vu des combats du moment d'accorder cette citoyenneté d'honneur à la Seine. Pourquoi ? Parce que d'abord la ville, elle s'est construite autour et grâce à la Seine et évidemment à l'eau. Et ensuite, c'est un premier pas vers une reconnaissance, peut-être demain, on l'espère, et on y travaille, de futurs droits, peut-être de la Seine, en tout cas, d'intérêts qui permettraient de mieux protéger la Seine dans la multitude d'usages que nous en avons aujourd'hui. Là, on est juste à côté, mais vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'usages de transport de personnes, de transport de marchandises, demain de baignade. Et ici, évidemment, le site est particulièrement bien choisi puisque c'est ici que se sont déroulées les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, cette citoyenneté d'honneur, elle découle finalement d'une urgence pour moi de protection et d'un meilleur accompagnement des droits de la nature, et dont la Seine est la base finalement, parce que l'eau est la base de tous les droits de la nature. Donc c'est en ce sens que la maire a souhaité attribuer la citoyenneté d'honneur à la Seine, et comme vous l'avez très bien dit, elle est en cours, déclencher cette convention citoyenne finalement pour réfléchir au cadre actuel qui permet de protéger la nature et de protéger l'eau. Et c'est finalement le travail qui a été fait, auquel Marine a participé, du procès fictif qu'on a fait autour de la Seine, et qui était un premier pas pour mieux comprendre quel est le droit actuel. Est-ce qu'il nous permet de bien protéger les écosystèmes et l'eau et la biodiversité ? Et s'il y a des évolutions à amener, vers
quoi ces évolutions, vers quelle direction elles doivent aller. Et c'est ce travail qui est en cours avec les citoyens. On a ouvert la convention il y a 15 jours, il y a 5 week-ends de travail avant la restitution pour écouter aussi, et c'est intéressant de voir des gens qui sont, pour certains déjà assez sensibilisés à ces sujets et d'autres qui en sont très éloignés, quelle est leur approche et finalement quels sont les conseils, les conséquences ou les directions vers lesquelles nous devons aller pour demain peut-être proposer, ça on verra ce qu'il en ressortira, un cadre qui permet de mieux garantir les droits de la Seine, donc les droits de l'eau et donc les droits de la nature. Voilà, c'est vraiment le process dans lequel on s'est engagé. Et pour terminer, qui fait face quand même, Marine l'a souligné, particulièrement dans la période qu'on vit, à une hostilité que moi-même j'ai découvert dernièrement sur ce sujet-là, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me semble assez légitime, puisque on en a ici, hein, on a tous besoin d'eau pour vivre, hein, c'est ce qui nous constitue le plus. Mais il y a des gens qui considèrent que c'est pas, qu'on n'a pas besoin de le défendre, et que malgré tout ce qu'on, vous en parlerez sans doute mieux que moi, mais malgré tout ce qu'on constate comme urgence, aujourd'hui, considèrent que finalement, il y a d'autres priorités. Et en tout cas, c'est pas notre vision. On va en parler avec Eduardo et avec Marine, évidemment. C'est marrant ce que vous dites sur le fait que d'attribuer la citoyenneté d'honneur à la Seine a été questionné. Si je prends dans une autre dimension, la Légion d'honneur, qui est aujourd'hui attribuée à des personnalités qui sont largement questionnables ou à des personnalités dont on n'a jamais entendu parler. Pourquoi est-ce qu'on arrive justement à questionner quand on a en effet un écosystème, un fleuve ou justement une montagne, par exemple, qui sont aussi importants dans notre quotidien et pour nos sociétés humaines, à remettre en question ça? Marine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu peut-être les oppositions qui émergent comme ça dans la société où on se dit pourquoi, quoi? Avec le collectif des gardiennes et gardiens de la Seine, on a fait un travail sur l'histoire des représentations de la Seine. Et c'est vraiment passionnant. On a travaillé avec Liane Tomaszewski, qui est un artiste plasticien, et qui a regardé justement et étudié l'histoire de notre rapport à la Seine à travers les représentations culturelles. Donc historiquement, notamment chez les tribus celtes qui vivent aux sources de la Seine, il y avait Sequana, la déesse de la Seine, avec qui on a entretenu des relations animistes. On a retrouvé enfoui à Source-Seine, le village des sources de la Seine, des milliers d'ex-voto en bois, certains en métal, certains taillés dans la pierre. Les gens venaient, faisaient un pèlerinage aux sources de la Seine pour demander à Sequana soins et protection. Et ça, c'est passionnant parce qu'avec l'arrivée du christianisme, avec l'invasion romaine, je dirais cette représentation de la Seine, dans l'Antiquité, elle s'est personnifiée dans une femme, puis elle a disparu et a été remplacée, on le voit sur beaucoup d'édifices religieux le long de la Seine, par les vitraux qu'on appelle les saints soroctones, les saints qui terrassent l'hydre. Peut-être que vous avez déjà vu ces représentations où on voit donc les saints avec la fourche ou le glaive en train d'abattre le dragon, l'hydre, etc. Cette relation donc de soins, de demande de don contre don, cette relation sacrée à la Seine s'est donc transformée avec le temps en une relation de défiance, voire de peur. Et on avait besoin de Dieu donc pour nous protéger des crues, des inondations qui détruisaient les récoltes. Et puis est arrivé, une fois par un phénomène croissant de déchristianisation, on ne pouvait plus trop compter sur Dieu pour nous aider finalement, et donc on s'est tourné vers la technique, vers l'ingénierie. On a transformé le fleuve, on a placé tous nos espoirs dans l'intelligence humaine. Et puis ça a donné ça, du coup, des canaux, des ouvrages, on a endigué, on a canalisé, on a corrigé, on a rectifié la Seine, c'est comme ça qu'on dit encore aujourd'hui. Et donc, c'est grâce notamment à l'art et puis à une approche de l'urbanisme aujourd'hui qu'on peut avoir une appréciation plus fine de quelle est la relation qui a été tout à fait différente à travers les époques avec la Seine. Et donc ça nous permet de nous poser la question, et demain c'est quoi cette relation qu'on va réussir justement à entretenir avec la Seine? Et juridiquement, ontologiquement, regarder et apprécier la Seine comme un acteur à part entière, comme personne au sens de personnalité juridique, en tant que collectif, que groupe humain, en tant que groupe vivant, dans lequel nous nous incluons, eh bien, justement, ça nous permet de penser l'après, dans le sens où nous ne sommes pas extérieurs, nous ne sommes pas supérieurs à la nature, nous appartenons tous ici au bassin versant de la Seine. Nous en avons une entière nécessité pour chaque moment de notre vie, que ce soit boire de l'eau potable, cultiver, etc. Et donc, repenser, et là on revient à ces piliers de valeurs, nous repenser avec la Seine et comme la Seine,
c'est demain repenser aussi ce lien historique à cette personne, cette personne au sens de communauté élargie dans lesquelles nous devons nous inclure. Emma Aziza, je me tourne vers vous. On entend en effet que la scène, elle est importante dans chaque moment de notre quotidien, de notre vie, qu'on est dans le bassin de la Seine. Vous travaillez quand même sur le cycle de l'eau à l'échelle évidemment locale, mais aussi globale. Pour vous aujourd'hui, quel est le rôle très stratégique des fleuves, justement? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Comment ça s'exprime? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans vos travaux? Alors déjà, au-delà de la Seine, le fleuve a une fonction clé qu'on a totalement oubliée parce que bien souvent on simplifie la question climatique en prenant le CO2 comme le principal responsable. Et donc il faut savoir que ce CO2 qui est aujourd'hui en surplus dans l'atmosphère, eh bien à la base, comment est-ce qu'on ramène de l'atmosphère sur Terre? On la ramène par la pluie. Donc en fait, c'est la pluie qui va venir et qui, au passage, va récupérer des molécules de CO2 qui vont venir jusqu'au sol. Et quand elles vont arriver sur ce sol, eh bien, elles vont finir par rejoindre des cours d'eau, puis par rejoindre un fleuve. Sur ce passage, elles vont rencontrer différents types de roches, donc des gneiss, des granites, etc. Elles vont se mêler à ce moment-là avec un certain nombre de molécules. Et donc, cette dimension chimique va ramener ensuite des bicarbonates. Et ces bicarbonates vont finir par arriver dans les océans. Et aujourd'hui, si l'ensemble des océans du monde sont des puits de carbone, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a ces carbonates qui vont venir permettre de capter le CO2. Et donc, autre chose qui est absolument passionnant quand on regarde un peu cette histoire de la Terre, c'est qu'à la base, la Terre, elle aurait dû se réchauffer depuis très longtemps. Elle n'a pas attendu l'homme pour se réchauffer, puisque, eh bien, on a 25% en plus d'ensoleillement solaire qu'au début de la création de la Terre. C'est-à-dire qu'on a passé 4 milliards d'années, en fait, à voir à un moment donné le Soleil croître, et notamment en intensité sur Terre. Donc on aurait déjà dû se réchauffer. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas réchauffé? Eh bien, c'est justement parce qu'il y avait les fleuves qui ont permis de capter le CO2 et de venir réguler ce CO2 pour permettre d'avoir une température absolument quasiment extrêmement stable, même si on a une variabilité climatique, on reste dans une vraie stabilité que l'homme aujourd'hui est en train de remettre en cause. Donc en fait le fleuve déjà c'est le garant de l'habitabilité sur Terre et c'est quelque chose qu'on a finalement dont on est très très loin. Souvent on a l'impression de voir cette eau passer, ça a fait réfléchir tous les plus grands spécialistes à travers les âges, que ce soit Platon, Pline l'Ancien, etc. Ils regardaient ces fleuves, ils se demandaient pourquoi cette eau qui s'écoulait tout le temps finalement finissait par arriver dans des océans et pourquoi l'océan ne montait pas. Et donc c'est tout un tas de questions qui se sont posées sur la question du fleuve. Parfois il faut partir sur un peu plus de vision globale et poétique parce qu'en réalité, on se rend, et j'ai découvert ça, c'est qu'on a une vision totalement biaisée du cycle de l'eau. Plus je le découvre tous les jours, et plus je creuse, j'ai envie de dire, et plus on découvre des choses absolument extraordinaires. Ce cycle de l'eau, par exemple, eh bien, il est vivant. C'est-à-dire que si ce cycle de l'eau existe, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des milliards de bactéries qui existent sur des végétaux et qui vont être emportées dans l'atmosphère, qui ensuite vont permettre à la goutte d'eau de nucléer et à la pluie de naître. Et donc, en fait, ce lien entre la nature et l'ossature centrale, qu'on appelle un peu cette colonne vertébrale des territoires, elle est absolument essentielle. Elle est complètement bafouée aujourd'hui. Combien de débats j'ai pu avoir face à moi, et souvent ça arrive dans le grand public où on leur dit mais vous savez, regardez, il y a des sécheresses, les pauvres agriculteurs, et c'est vrai que derrière il y a des vrais périls et des dommages très clairs, mais ils ont besoin de cette eau et l'eau passe et on la perd. Pourquoi est-ce qu'on ne la récupérerait pas? Alors déjà, il faut savoir qu'on récupère plus de 50% de l'eau de tous les fleuves dans le monde qui sont totalement détournés, parce que le fleuve, c'est un objet de pouvoir. Il a commencé, cet objet de pouvoir, avec Staline, où à l'époque où on avait les États-Unis qui naissaient, avec notamment le fait de mettre une main mise sur le Colorado et de décider de l'endiguer, à un moment donné de le contrôler, eh bien effectivement l'idée c'était de montrer sa puissance. On était dans une période où on avait une conquête spatiale, il fallait montrer qu'on était le plus fort, qu'on était capable d'être au-dessus des lois de la nature. Et donc, eh bien, Staline, qui est arrivé, a pris des plaines désertiques en Ouzbékistan et il a réussi à détourner 2 fleuves essentiels,
enfin de cours d'eau, donc l'Amour Daria, le Sir Daria, qui arrivait directement dans une mer d'Aral intérieure, à les détourner. Et finalement, aujourd'hui, ce sont des plaines à perte de vue de coton. Mais c'est aussi ça qui permet d'avoir la fast fashion. Et quand on commence à comprendre que ce qui est né au début des années 1900 eh bien, permet aujourd'hui d'avoir des magasins achalandés avec du coton à perte de vue, c'est commencer à comprendre qu'en fait, toute la richesse économique au sens tel qu'on l'entend dans ce monde aujourd'hui, eh bien, n'existe qu'à travers ce cycle de l'eau et notamment qu'à travers ces fleuves. Donc, ces fleuves sont un objet de pouvoir et celui qui domine le fleuve, eh bien, en fin de compte, va pouvoir dominer sa dimension économique. Et quand on commence à comprendre ça, eh bien, on commence à peut-être entrevoir à quel point il y a un lien essentiel et qu'il n'y a pas un fleuve, un océan, des rivières, il y a des hydrosystèmes et il y a à un moment donné des microbiotes que l'on retrouve dans l'atmosphère, on retrouve des microbiotes dans le sol, on retrouve des microbiotes à tous les niveaux et en fin de compte, c'est ce vivant à travers l'eau qui va venir permettre de nettoyer, de régénérer et de rendre habitable. Et donc cette habitabilité, il va falloir qu'aujourd'hui qu'on la fasse renaître. Et donc le fait de donner une dimension à un moment donné au fleuve et de la personnifier, c'est à un moment donné lui donner le droit de parler, lui donner le droit de s'exprimer. Et c'est tellement essentiel à un moment donné dans notre société où on a perdu effectivement, tout semble arriver par magie, on ouvre finalement son robinet et l'eau arrive en quelques secondes. Alors, si vous habitez dans le 11e arrondissement ou derrière dans certains quartiers, vous allez avoir de l'eau qui va venir sans doute de cours d'eau très, très loin qui peuvent venir qui arrivent depuis la Normandie et qui sont ensuite drainés jusqu'ici. Si vous descendez un peu plus bas et que vous habitez à Versailles, eh bien, vous buvez l'eau de la Seine. Donc c'est des vraies questions aujourd'hui, parce qu'en réalité, on n'a même pas conscience de l'eau qu'on boit, de son origine, de ce qui se cache dedans, de cette histoire. Et donc commencer à un moment donné à dire, mais en fin de compte, ce n'est pas juste un fleuve, c'est vraiment un élément essentiel. C'est commencer à arrêter de dire que cette eau, il faut qu'on la détourne absolument parce qu'on en a encore un peu plus besoin. Parce que si on ne la laisse pas s'écouler dans son exutoire, comme les hydrosystèmes, comme la vie d'ailleurs n'aiment pas le vide, eh bien ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas un débit assez suffisant à l'exutoire des fleuves, vous allez avoir de l'eau salée qui remonte parce que vous laissez du vide. Et donc quand cette eau salée remonte, eh bien vous mettez en danger l'habitabilité locale. Alors ça peut paraître très loin quand on regarde le Mississippi, c'est ce qui a failli se passer avec les grandes sécheresses qu'on a eues il y a 2 ans, où le Mississippi avait un tel débit faible que l'eau est remontée jusqu'à la Nouvelle-Orléans et donc a commencé à contaminer les nappes dans lesquelles se servent des villes entières. Et donc contaminer avec du sel, ça veut dire qu'on n'a plus d'eau potable. Ça paraît très loin, mais pourtant, eh bien, il faut savoir que la Loire, en 2022, s'est retrouvée à sec. Et effectivement, eh bien, l'eau est remontée, le bouchon vaseux qui permet le lien entre les eaux salées et les eaux douces sont remontés jusqu'à la ville de Nantes. Et on s'est retrouvé à vraiment 100 mètres, pour être très clair, que ce bouchon vaseux arrive au niveau de la station de potabilisation et donc met en danger une ville entière. Je crois qu'on n'est pas prêt, on n'a pas compris et on ne se prépare pas. Et donc, commencer à personnifier les fleuves, c'est commencer aussi à regarder nous-mêmes notre propre fragilité, vulnérabilité et commencer peut-être à devenir résilient. Voilà, merci. Merci beaucoup, Emma. On entend dans vos 3 témoignages qu'il y a un profond enjeu, je trouve, de représentation, en effet, de compréhension aussi, de retour un peu à l'histoire. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, avec un chercheur qui est spécialisé sur le plancton, on en parlait aussi, qu'on étudie le passé pour arriver à mieux prévenir aussi ce qui va arriver dans le futur et à se dire, OK, dans le présent, là, on est un peu la résultante de tout ce qui se passe. J'ai eu la chance et le malheur de grandir dans une des zones les plus polluées de France qui s'appelle l'étang de Berre, 2e concentration de sites Céveso en France. Si vous ne savez pas ce que c'est un site Céveso, c'est des sites industriels qui peuvent faire boom et vous avec, donc c'est pas très sympathique. Il se trouve que l'étang de Berre est un des plus grands étangs d'Europe, donc il y a une biodiversité, il y a aussi une connexion avec l'eau pour le coup qui est assez omniprésente. Et pour autant, on a eu dans les usages de l'étang toujours ce rapport en effet très mainmise sur la ressource, ça doit être au service de nos industries, de nos usages finalement, de vraiment ce qu'on veut en faire. Et malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve évidemment avec un écosystème qui est totalement détruit. Et là, ce qui s'est passé, c'est un peu l'inverse de ce que tu décrivais, puisqu'on a transformé un étang
d'eau salée en de plus en plus d'eau douce, puisqu'on a une centrale hydroélectrique qui rejette des millions de mètres cubes d'eau chaque année d'eau douce dans cet étang. Donc on se retrouve avec ça, on se retrouve avec des problématiques de santé également, parce qu'on a des taux de cancer qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Est-ce que finalement, tout ça, quand on voit un peu ces enjeux-là qui pop-up sur tout notre territoire, ça ne nous invite pas de plus en plus vraiment à repenser aussi les usages? Je pense à Paris qui avait le projet fou de nous faire nager dans la Seine. Quand on a dit ça, on s'est vraiment regardé tous en se disant mais ils vont vraiment nous faire nager dans la Seine. On a vu un peu tous les messages de oui, il va nous pousser un troisième œil, un troisième... Et pourtant, vous l'avez fait. Et aujourd'hui, ça nous invite aussi à regarder, je dirais, d'une autre manière la Seine en se disant, bah, c'est pas uniquement, je dirais, le domaine des transports maritimes, fluviaux, c'est aussi notre domaine à nous en tant qu'habitants et le domaine du reste du vivant finalement. Oui, absolument. Alors, je pourrais être très long sur le processus des 6-7 dernières années qui nous a amené à voir des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais finalement, tout ça n'était qu'un prétexte. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut entendre. On m'a souvent confronté, on va dire, le budget, puisqu'il a fallu investir, hein, évidemment, pour arrêter finalement de polluer l'eau et trouver des parades pour réparer finalement une qualité d'eau qui n'était plus baignable depuis un peu plus d'un siècle, qui était devenue beaucoup trop dégradée. Pour faire un parallèle avec ce que vous disiez et que peut-être chacun puisse s'en rendre compte, dans les années 80, il y avait à peu près une biodiversité. On estimait qu'il y avait 4 ou 5 types de poissons différents dans la Seine. Aujourd'hui, on a plus de 40. Voilà, donc c'est aussi le synonyme que le travail qui est fait, les investissements qui sont portés, qui sont finalement que de la réparation de quelque chose qu'on a mal fait pendant un temps, pour les raisons que vous avez soulevées tout à l'heure, et finalement bien plus importante que le fait qu'on ait pu faire des épreuves pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, ou que demain, dans quelques mois maintenant, parce que c'est début juillet, vous toutes et tous ici puissiez, si vous le souhaitez, aller vous baigner. Donc je vous confirme que moi j'ai déjà eu la chance d'y aller 3 fois, tout va bien, pas de troisième œil en vue, sinon je Rien ne vois de pas. visible, c'est bon. Voilà. Mais voilà, on a fait évidemment face à beaucoup de défiance. Alors une partie que je peux comprendre, évidemment quand on a évolué ici et qu'on a vu le rapport que vous avez parfaitement décrit à la Seine, on tournait le dos à la Seine, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui on vient là comme si c'était normal. Je rappelle que jusqu'en 2018, c'était une autoroute, les quais de Seine étaient une autoroute. Donc on a cette reconnexion qui est longue, mais qui est nécessaire. Et puis après, il fallait s'attaquer à la qualité de l'eau. Voilà, au-delà du transport maritime, etc., et toutes les activités qu'il puisse y avoir, qui vont continuer, parce qu'elles ont aussi une vertu environnementale pour désengorger les routes, etc. Il y a une cohabitation des usages, un partage, mais qui dit partage dit changer un peu les habitudes de fonctionnement, rééquilibrer certaines choses et évidemment aussi modifier ce qu'on peut qualifier de pollution bactériologique de l'eau, puisque les égouts à Paris ont été conçus de telle manière que jusqu'à présent, lorsque vous aviez des fortes pluies et que les égouts étaient saturés, on déversait dans la Seine, ce qui était le principal facteur de dégradation de la Seine. Aujourd'hui, on a construit 5 ouvrages, dont un dans Paris et 4 en amont, qui permettent de réguler beaucoup mieux ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus jamais de rejet, notamment l'hiver quand on est en période de fort débit, mais l'été dans Paris, on a aussi connecté l'ensemble des bateaux que vous voyez le long de la Seine. Avant, ils faisaient leurs eaux usées, ils les déversaient dans la Seine. Bon, c'était comme ça, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, la Seine, ça sert juste à... ça me fait mal en disant ça, par rapport à ce que vous venez de dire. Mais voilà, aujourd'hui, on a changé de paradigme. C'est ça ce que nous ont permis les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est d'abord de faire un nombre d'investissements conséquents sur une période courte, puisqu'on avait une échéance à 2024. Vous savez certainement comme moi que s'il n'y avait pas eu ça, et on a déjà dû faire face à de nombreux défis là-dessus, différentes collectivités ou l'État ou pourquoi pas la ville de Paris aurait pu différer un certain nombre d'investissements en disant mais là on peut pas, c'est trop compliqué. Là on avait une échéance, il fallait être prêt pour 2024. Et ça on estime qu'on a gagné entre 10 et 15 ans avec ça pour nous permettre d'améliorer la qualité bactériologique de l'eau. Demain elle permettra quoi? Elle permettra 2 choses. D'abord de redévelopper les écosystèmes, j'en ai parlé sur les différents types notamment de poissons, développer une faune aussi
au sein de la Seine qui est beaucoup plus abondante et qui va continuer de se développer. Et puis elle va permettre, dans le temps du changement climatique que l'on connaît, d'avoir des points de rafraîchissement. Ça, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est vraisemblablement nécessaire dans malheureusement l'évolution qu'on constate et des étés de plus en plus chauds où on a besoin d'avoir des zones de rafraîchissement et une reconnexion. Et c'est là le lien avec nos 3 interventions, me semble-t-il, de la population avec finalement ce qui est le berceau de la création de leur humanité, quoi, voilà. Et aujourd'hui, cette reconnexion, elle va être concrète par la baignade. Et ça, c'est important. Donc, une fois qu'on aura passé les réticences culturelles que nous avons autour de ça, vous verrez d'abord que c'est agréable et qu'en plus, ça va servir à une nouvelle fonction de la Seine qui va être amenée à se développer, à mon avis, de manière exponentielle et pas qu'à Paris dans les années qui viennent. Moi, je voulais juste rebondir sur quelques points. Vous citiez justement ce rapport à la Seine un peu comme une poubelle. Quand on a eu les grandes crues de la Seine en 1910, tous les déchets et tout ce qui finalement était pourri, eh bien, derrière a été jeté directement dans la Seine. Et donc depuis déjà des décennies, on jetait nos poubelles dans la Seine. Alors ça peut paraître très ancien, on est en 1910. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, 80% de tous les fleuves du monde reçoivent l'ensemble des déchets humains directement sans aucun traitement. Donc on a encore un sacré chemin, un sacré travail à faire. Et pour peut-être aller plus loin sur la manière dont on peut nettoyer un fleuve, c'est compliqué, c'est pas avec une baguette magique, je pense que vous le savez, parce que le problème, c'est pas tant ce que l'on va pouvoir faire juste ici, c'est ce qui s'est passé à l'amont. Et donc, en fait, c'est cette gestion de l'amont qui est compliquée. Vous pouvez faire créer les meilleurs systèmes ici. Si à un moment donné, vous avez une pollution qui arrive, elle finira par revenir. Et de la même manière, ici, ce que l'on rejette pollue. Et il y a, à mon avis, un grand champ à explorer qui commence à peine à voir le jour, mais qui finalement en est aux prémices. C'est que, vous savez très bien qu'en tant que Français, on est les champions de tous les antidépresseurs. En tant que femme, on prend de nombreuses hormones depuis des années. Ça a généré une féminisation des poissons depuis les années 80 et c'est ce qui explique un déclin des espèces chez les poissons depuis maintenant plus de 40 ans dans les fleuves. Il faut savoir que ces hormones que vous retrouvez, ces ensembles de résidus médicamenteux, eh bien, passent les barrières des steppes et finalement reviennent à un moment donné dans votre verre d'eau et reviennent dans vos légumes. Et ça explique d'ailleurs en grande partie la contamination. Donc en fait, le travail qu'on va devoir faire, c'est aussi prendre la main des médecins demain pour qu'ils comprennent que les molécules qu'ils vont conseiller pour leurs patients, qui peut-être va venir travailler sur une pathologie, eh bien, va en générer d'autres derrière, puisque cette molécule va ensuite se retrouver dans le milieu et certaines sont totalement neurotoxiques ou encore ont des effets délétères. Donc, comprendre ça, comprendre que c'est tout ce que l'on consomme dans notre quotidien qui va finir à un moment donné dans ces cours d'eau, et pas que dans les océans. Et comprendre qu'à un moment donné, c'est tout ce fleuve, c'est le lien en fait entre effectivement une source et un exutoire, et sur tout son passage, tous les humains qui vont passer vont laisser leurs traces dans un fleuve. Parce que tout ce que l'on consomme, même les superbes gels douche avec des microbilles qui viennent nous laver le corps, eh bien derrière ces microbilles, elles finissent dans le fleuve et elles finissent dans les océans. Et donc commencez à entrevoir le fait que votre quotidien, finalement, va avoir un système entrant où ce que vous mangez, ce que vous ingérez, les médicaments que vous prenez, eh bien tout ça finit à un moment donné dans la Seine. D'ailleurs, on a pu suivre avec les eaux de la Seine les épidémies de Covid. On est capable de suivre toutes les bactéries, tous les virus et donc de mieux comprendre. Et on avait 15 jours d'avance pour mieux comprendre les pics épidémiques. Donc je crois qu'il y a vraiment un rapport qu'il va falloir transformer au-delà du système j'ai envie de dire technique. C'est toujours intéressant la technique, mais il faut rajouter la dimension sociale et il faut accompagner les populations depuis le plus jeune âge finalement à se transformer. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. On va peut-être passer là pour les 5 dernières minutes qui nous restent ensemble aux expérimentations qui ont cours en ce moment sur le territoire. On a parlé tout à l'heure du procès fictif pour la Seine, de la convention citoyenne qui a été lancée sur le sujet. Est-ce que Marine, tu pourrais nous en dire quelques mots ? Sur la Seine en particulier ou sur d'autres territoires ? Plutôt sur le procès fictif de la Seine, ouais.
Sur le procès fictif de la Seine, en fait, on a fait plusieurs procès fictifs. En réalité, on en a fait un aussi très intéressant. On a travaillé, et je fais le pont du coup avec ce que tu disais, avec Yann Tomaszewski, dont je vous parlais tout à l'heure. Il a reproduit ces ex-voto en charbon actif. Et pendant la nuit blanche, on a fait une procession, on est allé déposer ces ex-voto dans la Seine, et ensuite on allait les récupérer pour tester ce qu'il y a dedans. Et on a trouvé non seulement ce que tu as dit, mais aussi de la caféine en très grande dose, parce qu'il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi Paris et sa surconsommation de caféine, de la cocaïne, c'est assez intéressant, mais aussi tout un tas de pesticides liés à l'agriculture, certains d'ailleurs déjà interdits depuis un paquet de temps. Et donc, grâce à ces preuves de violation des droits du fleuve, on a fait un faux procès au musée Carnavalet où le laboratoire qui a testé ce charbon est venu témoigner. On avait différents représentants, un juge pour la population, pour traiter de notre responsabilité collective en tant qu'habitants, un juge pour les villes et les collectivités territoriales et un juge des entreprises. Et donc comme ça, grâce au procès simulé, on fait partie en fait, je dirais, d'une évolution des regards sur qu'est-ce que pourrait faire le droit justement demain dans ce genre de cas de figure. Et en fait, on s'inspire de réussites qui ont lieu un peu partout dans le monde où les droits de la nature permettent très concrètement en fait d'agir. J'ai eu un exemple très particulier, mais sur un fleuve qui s'appelle le Machangara en Équateur. Il y a eu une très belle décision l'année dernière, justement en termes de traitement de l'eau. Il faut savoir que l'Équateur, même s'ils sont pionniers dans le mouvement des droits de la nature, parce que déjà depuis 2008, les droits de la nature sont inscrits noir sur blanc dans la constitution de l'Équateur, et bien ça a permis aux populations de la capitale équatorienne, de Quito, de saisir le juge pour faire valoir que la ville n'avait jamais mis en œuvre le moindre traitement des eaux usées, tu l'as dit, comme beaucoup de pays malheureusement dans le monde, et ils ont gagné devant la justice. Et le juge a imposé à la ville de mettre en œuvre justement tout ce qui est possible pour construire les installations, traiter l'eau, que ce soit les rejets des entreprises, des particuliers, etc. Et le juge a affirmé que c'était une violation des droits du fleuve Machangara et des populations humaines. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que c'était une initiative de dizaines d'associations, de riverains, de collectivités, de centres culturels, etc., qui se sont mobilisés en se disant on va utiliser notre constitution pour faire valoir nos droits et les droits de notre fleuve, parce que c'est nous protéger demain que de nous penser à nouveau dans les milieux de vie dont nous dépendons. Et donc, en fait, il ne s'agit pas d'opposer les droits de la nature aux droits humains. C'est une seule et même question. C'est quelque chose qu'il faut penser comme étant lié. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos procès simulés, c'est démontrer l'intrication entre nos droits, les droits de nos milieux de vie, et qu'est-ce qui est aujourd'hui, sur quoi, quel levier juridique, mais avant tout quel levier politique on peut jouer, justement, nous, citoyens, pour faire avancer les choses. Peut-être Pierre Rabadan, pour conclure, c'est quoi les prochaines étapes pour la Seine? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, les prochaines étapes, c'est l'ouverture des baignades. Le début juillet, donc on aura 3 à Paris, une au pied de la Tour Eiffel dans le bras de Grenelle, au pont Bir Hakeim, une au niveau vers l'hôtel de ville dans le bras Marie et une 3e au niveau de Bercy. Après, les travaux continuent d'amélioration, de non-dégradation de l'eau, si je puis dire, et ils se font évidemment en amont. Il reste évidemment tout l'aval à traiter. On a mis beaucoup l'accent sur l'amont de Paris, comme vous le disiez très bien, pour que justement l'eau qui s'écoule dans Paris au moment des Jeux, puis maintenant sur les étés qui viennent, avec une eau de bonne qualité, mais il va falloir continuer à le faire, et ce jusqu'au Havre, à terme. Donc on a développé l'axe Seine aussi, donc avec les 3 grandes métropoles de Paris, de Rouen et du Havre. Et ce travail continue sur la durée, en continuant à cibler ce qui va permettre d'avoir une meilleure qualité d'eau et aux écosystèmes de se redévelopper et d'arrêter en fait de gêner leur croissance. Donc ça, c'est une chose importante. Peut-être pour finir sur quelque chose de positif, parce qu'ici, on fait le constat de beaucoup de choses qui nous inquiètent, qui ne vont pas et dont il faut se préoccuper. Moi, je voulais vous peut-être livrer l'expérience que j'ai eue il y a quelques mois. Depuis qu'on s'est baigné dans la Seine, on a énormément de contacts avec d'autres villes à l'étranger qui nous sollicitent pour savoir quel a été le process, combien ça a coûté, qu'est-ce qu'on a fait finalement. Et j'ai pu, dans ce cadre, me rendre à Abidjan.
situation que je connaissais assez peu, pour être très franc avec vous. Et à Abidjan, en fait, on voit que c'est une ville en surdéveloppement. Il y a des tours partout qui se montent, etc. Et en même temps, on a une lagune qui réceptionne quasiment l'arrivée d'eau de toute la vallée, qui est au bord de la rupture. Voilà, il y a une pollution de l'eau majeure, etc. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics comprennent, savent que la survie du développement de la ville passera par un traitement de l'eau qui n'existe pas dans beaucoup de quartiers, et donc s'intéresse de manière vraiment proactive, parce qu'elle est vitale, du coup, à l'amélioration de la qualité de la lagune. Et ça paraît assez fou. Enfin, moi, ça m'a marqué à la fois par des constructions d'énormes immeubles, et en même temps, à quelques mètres, des cours d'eau qui charrient tous les déchets, de l'eau qui n'est pas traitée, qui finalement vient se déverser au pied de cet immeuble, de ce même immeuble. Donc, à la fois, c'est inquiétant, mais à la fois, il y a une prise de conscience à l'échelle internationale. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qu'on a fait dans la Seine qui a fait que, mais il y a quand même, d'abord, à Paris, on est très regardé de ce qui se fait à l'étranger, et il y a des prises de conscience quand même importantes, qui seront sans doute pas assez rapides, pas assez volontaires, et qui feront face à de nombreux lobbies, on en a parlé, de développement économique et industriel. Mais je pense qu'il y a un chemin, et qu'il faut creuser ce chemin, et continuer à faire valoir les droits de la nature au travers de l'eau notamment. Et là, je vois un bateau passer. Est-ce qu'un jour, on pourra remplacer ces trucs à moteur par des canoës ou faire un truc? Alors des canoës, je ne sais pas, mais en tout cas la transition déjà de la motorisation des bateaux sur la Seine est en cours, à l'occasion des Jeux, parce que ça a impulsé des investissements et tout ça. Il y a une quarantaine de bateaux aujourd'hui qui tournent à l'électrique dans Paris, notamment qui transforment ces gros bateaux de transport de personnes. C'est des investissements qui sont conséquents, pour les propriétaires des bateaux, mais qui sont amorcés. Ils sont plutôt volontaristes parce qu'ils ont compris aussi l'enjeu environnemental qui était lié à ça. Donc voilà, là aussi, on espère que ça va aller de plus en plus vite. Les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer là-dessus, de financement clairement de cette transition énergétique. Mais voilà, on a mis le pied dans l'étrier, maintenant il faut qu'on avance plus vite. Merci beaucoup. Et il me semble, Marine, est-ce que la campagne de crowdfunding, elle est toujours en cours ou pas? Oh, elle est finie, Elle est ça y finie, est. mais est-ce qu'on peut, je sais pas, soutenir Wild Legal? Vous pouvez soutenir, on a une pétition sur les droits de la Seine, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur Change. Vous pouvez rejoindre l'association Wild Legal ou le collectif des gardiennes et gardiens. On a un site web qui s'appelle laseineencommun.org. Et donc, du coup, on est plus d'une centaine déjà. Donc, il y a des activités un peu partout en France. Et par exemple, ce soir, on est au Havre. Donc, une partie de notre équipe et des gardiens sont au Havre pour faire au Hangar Zéro un grand événement, et en partenariat avec la Maison de l'Estuaire, qui est une réserve de l'estuaire, du coup, de la Seine. Donc, on a des actions un peu partout et tout le temps. Donc, si vous voulez rejoindre cette dynamique-là, vous pouvez parfaitement le faire en nous écrivant tout simplement par mail. J'en profite du coup pour rebondir. Il y a un film qui est sorti il y a à peu près une semaine sur France 5 qui s'appelle Les combattantes de l'Amazone, et donc qui met en lumière toutes ces femmes qui se battent pour permettre la potabilité du fleuve et pour permettre de survivre. Et donc on a décidé de les aider avec la réalisatrice du film et l'actrice qui joue dedans, qui s'appelle Julie Debona. Et donc on a fait le choix de pouvoir essayer de faire un crowdfunding pour essayer de l'aider avec des moyens qu'on aura pour pouvoir apporter des solutions de potabilisation à tous les villages qu'elles ont rencontrés et qui sont dans le film. Et vous pouvez peut-être aller directement sur le lien de mon Instagram où je mets l'ensemble de ces éléments, et surtout je vous invite à regarder ce film qui est absolument merveilleux. Et donc j'ai décidé de le soutenir avec mon association que j'ai créée il y a 15 ans, qui forme les enfants dans les écoles aux enjeux de l'eau, qui a formé plus de 100 000 enfants aux économies d'eau. Et je peux vous assurer qu'il y a encore 10 ans, former des enfants à économiser l'eau, on me regardait, on me disait mais pourquoi? Ça sert à quoi? On ne comprend pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a ouvert un chemin, et donc ça continue. Et cette association s'ouvre aujourd'hui à la protection de tous ces peuples qui vivent autour des fleuves, et notamment des peuples autochtones. Donc n'hésitez pas à les regarder. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Merci.
n'a pas encore terminé cette session puisqu'on va pouvoir donner la parole maintenant à Eduardo Salazar, qui est un avocat spécialisé en droit de l'environnement, un enseignant, et surtout c'est l'une des personnes qui a eu le plaisir d'accompagner un mouvement de reconnaissance des droits de la lagune Mar Menor en Espagne, donc qui fait écho profondément aux travaux de Marine en France. Et donc la lagune Mar Menor en Espagne, donc c'est le premier écosystème d'Europe qui a obtenu des droits. Et donc je vous propose qu'on commence nos échanges. Ça va être en anglais. Donc oui, si vous pouvez rejoindre le public et boire les paroles de Eduardo. Donc cette partie-là va être en anglais. J'espère que ça ne posera de problème à personne. Thank you, Eduardo, for coming with us today. You came from Spain, if I'm right. Yes, I came from Murcia in the south of Spain, Okay. southeast. So it's a change of maybe environment to be next to the Seine, but not so much, right? It's fine. Not so much, but temperature maybe. So I presented you by saying that you are a lawyer specialized in environmental rights and about about the rights for nature, and that you were one of the few people really advocating for the rights of the Mar Menor Lagoon. Could you tell us a little bit about this fight and about this specific case, the Mar Menor one? Yes, the story of recognizing Mar Menor rights started with ecological crisis which suffered the lagoon. In 2016, the lagoon turned green. It was transparent, but turned green, in a green soap. And in 2019, the lagoon, tons of fishes and fauna came out on the shore because of the lack of oxygen. It was horrible for us to see these pictures, these images with the fishes and the fauna, and 85% of the flora was disappearing. This pollution came from agriculture, livestock farming, and sewage around the lagoon. The lagoon, in fact, is protected by legal instruments like international, European, regional. It's a protected area. Because it's like a really biodiverse ecosystem. Yeah. Yes, it's Natura 2000. So I mean, it's protected, but the authorities didn't enforce the legislation, and people were furious at that time and claimed for solutions. Then a group of professors in the University of Murcia started to think about new legal avenues to deal with the problem. And through the legal clinic with the students, Professor Teresa Vicente proposed legal recognition, legal personhood recognition through a popular legislative initiative. And I joined the group in the promoting committee as a public participation expert. Okay. So thanks to that initiative that you mentioned, you actually gathered over 600,000 signatures during the pandemic, which is like really maybe something really amazing, because like during the pandemic we were each really alone in our homes and everything, so really not close to the environmental crisis and about the ecosystems. So how did you do that? Like thanks to maybe a lot of people in the community? How? It's difficult to understand the power of people sometimes, and I was so impressed by the possibility to react in these terrible times. I imagine dozens of committed women. They were on the streets every day collecting signatures. They were convinced for a change, for the ecosystem, for a new relationship with nature, and they have the power. They have the democratic power, and I was impressed by the possibility in my country to come from a new ethic from the people into a new legislation in the parliament and succeed. And to succeed, I mean, it's very, it's very powerful. You feel.
And so basically it was like only local people, or was it also coming for like other parts of the country and other people? Other parts from the country, but maybe 80% from local people, but because Mar Menor is very, not very, but famous in Spain, many other people in Spain were in solidarity, and they signed a lot. And people, they were in France, so Spanish people, they were in France, Spanish people, they were in Germany, in Finland. That's amazing. Incredible, just through a good internet web page. Yeah, yeah, of course. I think that example makes me think a lot about the Elinor Ostrom theory about the commons, you know, like when you have a few people of the community gathering around one specific ecosystem or one resources, and they are actually building their own rules to trying to interact with this resource and to maybe protect it also. Like, is it the same theory, the same spirit? Yeah, maybe? but the Mar Menor was indeed protected. I mean, the authorities were not pressed enough to act, and people were like, we need some change. We are wrong with this legislation, so we need to rebalance the legislation with the ethic we have in order to put this relationship with nature in a different way. So basically, there were actually some laws to protect the Mar Menor, but it was not really enforced. So how do you make like the companies, the businesses, the one actually responsible for the pollutions, maybe take it seriously? The thing about the nature rights, because like there are a lot of people who are actually really criticizing this kind of thing. So how did you convince them also? Convince the maybe companies. Yeah. You can't convince the companies, but you can shoot the companies in the court, and there is a special general power of attorney in the law. Everyone can go to the court, and everyone can defend the rights of the Mar Menor and say, I am the Mar Menor, and I am defending the rights. So you don't need a special standing for this, and you have some financial benefits if you do that. This is established in the Article 6 of the Mar Menor law. Okay. So basically you are like a community of people actually working for the Mar Menor. How do you get organized? Because like it can be really, I know, annoying sometimes to work with so many people with different views on the matter and everything. So maybe you have different committees or different people, maybe experts and citizens from the different communities. The Mar Menor law established a tutorship. The tutorship has three committees. The one committee is from representatives from state, region, and citizens. The second committee is the Guardians Committee, is local municipalities, and stakeholders, many stakeholders, fishermen, farmers, ecological farmers, neighbors, livestock farmers, so many different stakeholders. And the third committee are scientists. And the three committees should work together. Okay. And is it actually easy to make these people work together? We are creating the committees now because the regulation from the state government in order to regulate this governance came in February this year. Okay. And then we are starting by inviting the representatives from the different committees, and I estimate that maybe in 1 month, 2 months, we will start with the first meeting. It will not be easy there is a global problem, there is a global or a common goal, but there are many different interests around the lagoon. And so, like, you made this by yourself, or like, did you get inspired by maybe other, I don't know, initiatives around the world? Like I have forgotten to say that Professor Teresa Vicente was observing the experience of Wangani River in New Zealand and the experience of Atrato River in Colombia. So it's not an invention from the South Spanish people. I mean, the rights of nature is an international movement, and we were only hearing what's happened, and Professor Teresa Vicente invited, so
take the idea and propose the idea to the people, and the people in Murcia was enthusiastic with the idea. And would you say the movement, the international movement about the nature rights, is actually becoming stronger, more organized? It's becoming stronger. It's in Europe. I mean, the rights of nature are coming here. There are many initiatives around in Poland with the Oder River, in Italy with the Venice Lagoon, in Ireland, in UK, in Sweden, in Netherlands. I mean, it's very strong, and every moment, every month come a new ecosystem with rights in New Zealand, in Peru, the River Marañón. I mean, there are in Canada many initiatives. But I guess you're facing many oppositions or people like not really seeing the point. Like before, in the first part of this session, Pierre Rabadon, who is actually working at the city mayor, said that like when they proposed to give this kind of representation and title for the Seine, like they faced a lot of people asking, why are you doing this? Did you face the same thing? We had the same problems, and we have the same people against the idea, or that they think we are crazy, or we are talking about stupid things. I mean, I as a law professor, I am a lawyer, but also partial law professor. I need to deal with critiques from my close colleagues. They think this is not useful for the enforcement of environmental law, but I disagree. I think that by every step in the direction of equality of rights for oppressed minorities, there are always conservative opposition. And in my opinion, and this is from Teresa Vicente speech, nature is our slave, and we are liberating this slave now. And I think there are people that are opposing that. But like, would you say those critiques only come from like conservative people? Because like I know here in France, you know, the ecologist party, like they made a point to really dissociate themselves with like the first maybe subject like animal rights and everything, because it was not a subject that made you look like really serious people. So would you say it's also coming from maybe your lies? Sure. I mean, I didn't say that it was conservative in terms of the parties. I mean, conservative in terms of expanding rights. Expanding rights. This is the turn of nature, and this is conservative in this point. Maybe they are very, very enthusiastic by other environmental issues, but at the beginning, I need to confess that we had not all the support from ecological groups. We were a promoting committee from citizens without support from ecological groups. The ecological groups are now in the committees, and they are now convinced. But at the beginning, they were not so. Yeah, I understand. And like, what's the next steps for you? Like, how would you say we can actually make this movement around nature rights maybe stronger, even faster, maybe at the local? I think the local place, level, yeah. the local level is important. The ecosystems recognition. This is two ways to recognize nature rights, which is the constitutional way, like in Ecuador, or Ecuador, and the other, or Bolivia in laws, or Uganda. But this is other way, which is recognizing rights for ecosystem, for ecosystems like in Canada, rivers, mountains in New Zealand. And I think it's a combination of both, because in Europe, it could be, there will come maybe an European citizen initiative like in Mar Menor, but for the whole European Union. So it could be a good strategy to work in this level, and at the same time at local level, because
local solutions are always very good in terms of population. I mean, the people knows what they... The public acceptance and everything, yeah. Okay. So I see we only have 3 more minutes. Do you have like maybe a key message to share with the room, like maybe other resources? I would say maybe I had translation before, well, like that you say before, and I could understand you. So I have not so much to say because you were very expressive with the relationship with nature, the powerful of the balance, the richness. So we are so rich by having nature, and I would say that we are part of nature, as Marine said before. We are part of the ecosystem, and ecosystem is not an object, and can be a subject. Why not? Why not? The question in Spain for the not conservative but the oppositions, why not? Why not? We have created legal personhood for companies. We have created legal personhood for foundations, associations. Why not for ecosystems? Ecosystems are alive, and companies are papers, values, but not this living being. Yeah. And my last message is one for the river is wait for your moment, and one for the people is do not wait for the ecological collapse. Do not wait for it. We suffer a lot, we have react, but it is not necessary to wait for the collapse. Thank you very much. Thank you so much. I think we can take a few questions, and even for like the other panelists. Donc si vous avez des questions à poser dans le public, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes. Oui. Ma question est la suivante. Quel est, selon vous, le principal frein à la reconnaissance de la personnalité juridique, soit d'un fleuve, d'une rivière ou d'un élément de notre environnement? Je suis juriste également, donc votre réponse m'intéresse. Et en fait, il y a... Tu m'entends? Ah oui, c'est vrai. En fait, il n'y a pas vraiment de frein. C'est de la mécanique juridique, on peut inventer ce qu'on veut. Eduardo l'a très bien dit, on pourrait passer par la Constitution, une loi pour reconnaître l'ensemble des droits à la nature, des fleuves, etc. En revanche, le frein, il est plutôt politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une majorité de gens qui vont voter cette loi? Pour changer la Constitution, il faudra encore une majorité encore plus élevée. Et donc, nous, notre stratégie avec Wild Legal, c'est de passer par les territoires, faire des choses, expérimenter des propositions juridiques, montrer que ça marche, acculturer le plus grand nombre à ces outils, et ensuite, je dirais, massifier ce mouvement-là à l'échelle de la France pour faire en sorte que la prochaine mandature, ou quand, je dirais, le vent politique va changer et qu'il y aura un alignement des planètes, on pourra à la fois avoir une population qui soutient ce mouvement, qui est préparé à le défendre. Et c'est ce qui s'est passé sur la Marne Nord. Il a fallu qu'il y ait un déclic populaire. Et dans tous les pays où les droits de la nature ont été reconnus, c'est toujours une initiative citoyenne qui a, je dirais, mis le feu aux poudres. C'est pas quelques élus comme ça qui se disent du haut de leur strapontin, oui, on va faire ça. Non, c'est toujours des citoyennes, des citoyens qui s'engagent. Donc pour moi, le frein, c'est il faut qu'on atteigne une masse critique de gens qui s'engagent. Donc ça nous concerne tous ici. Hein. Et il faut qu'on prépare la population, tout le monde, à avoir entendu au moins une fois parler de ce sujet, qui a eu ce déclic intellectuel qu'a dit Eduardo, c'est-à-dire, pourquoi pas? Et ensuite, qu'on ait la solution juridique adaptée à la stratégie qui va nous permettre de passer. Votre idée, donc, c'est de changer le narratif, et le droit évolue, et il arrive toujours après un peu la bataille. C'est ce qui, pour les personnes qui ont été formées en droit, le droit est toujours venu entériner quelque chose qui enfin était accepté par la population. Ça n'a jamais été on met le droit, on change la règle de droit, et ensuite on fait accepter. C'est venu par les changements de narratif, de société, et c'est exactement ce que vous êtes en train d'essayer de créer, parce que juridiquement, créer la personnalité juridique, voilà. Alors il y a les animaux sont des objets, ça aussi c'est potentiellement à changer, mais ma question, je vais même la reformuler, est-ce que c'est pas la responsabilité pénale des dirigeants de société qui fait que ça bloque? Parce qu'effectivement, à partir du moment où on donne une personnalité juridique
un fleuve, à une rivière, à un espace environnemental, et on le voit dans les problématiques du droit de la mer, au-delà des 200 000 nautiques, au-delà de la ZEE. C'est pour ça qu'on peut pas, comment dire, contrer en fait les illégalités, puisque dans le droit maritime, au-delà des 200 000 nautiques, il n'y a pas de droit en fait. C'est le Far West, il n'y a pas de loi qui protège au-delà des 200 000 nautiques. Donc, excusez-moi, c'est le mot qui me vient en anglais. En vous ayant écouté en anglais, j'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est pas grave. Donc, il y a la possibilité de le faire. C'est juste que les gens, pour le moment, ne sont pas prêts. Mais ça va venir. Mais oui, je sais, je vous suis depuis longtemps. I want to add that for skeptical people in Spain, we had in November 2024 a verdict from our constitutional court affirming that the ecocentrism, moderate ecocentrism, say the constitutional court, have a room in our legal system. So it's possible to make this ecological shift. It's possible. It's a question of each legal system how to propose a new legislation. But in our case, it was bottom up, and this is very important also for the enforcement of a law when it comes from the people. Bonjour, merci. Moi, j'ai été très intéressée par tout ce que vous avez dit les uns les autres. Marine, je vous avais déjà entendu à Marseille il n'y a pas très longtemps. Gracias, Eduardo, también. Et je voulais apporter un témoignage parce que moi, ce que je vis depuis que je suis ici, parce que j'ai grandi dans le Pacifique. Donc c'est vrai que la culture, ça joue beaucoup. Quand on est dans un endroit où on demande la permission à la rivière pour se baigner, on la considère comme un être vivant et c'est normal. Et c'est la base de la vie et c'est la relation au monde qui fait ça. Et du coup, c'est vrai que moi, en arrivant, en venant faire des études après en métropole, j'ai été choquée vraiment par la vision utilitariste de la nature, et c'est tout ce que vous dites là. Et avec le temps, et je me disais, mais je ne vais pas pouvoir vivre ici, en fait. Et avec le temps, et moi, on me prenait parfois quand je disais ce que je pensais vraiment, parce qu'au début, j'ai fait une école d'ingénieur, donc voilà, on me prenait pour une espèce de taré, quoi, qui était une espèce de chaman du dimanche qui arrivait des îles, salut la taré. Franchement, c'est pas toujours facile à vivre, en fait. Surtout quand on sent on se sent complètement inadapté au final, alors qu'on voit bien qu'il y a un truc qui marche pas. Et c'est vrai que du coup, depuis quelques années, en fait, ça fait du bien de voir toutes ces initiatives, de se dire qu'il y a une espèce d'élan vital je sais pas, de réinverser les choses quelque part, de remettre la nature au centre des choses. Et donc, merci. Et moi, ma question, c'est que du coup, on voit qu'effectivement, sur les questions légales, c'est l'Équateur, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est des endroits où en fait les peuples autochtones sont encore présents. Donc ici, les peuples autochtones, peut-être nos grands-parents, effectivement, ils avaient ce lien à la terre, un peu une vision peut-être plus spirituelle des choses naturellement, sans que ce soit des choses ésotériques. Mais du coup, cette difficulté-là, c'est ça en fait que je vois aussi ici en Occident, et vous devez y être confrontés à ça. Comment twister, enfin voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Je ne sais pas qui veut répondre, mais ça m'intéresse d'avoir votre regard. Moi, je peux peut-être répondre sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'on a la dimension juridique, mais parfois la science est très très loin aussi de tous ces éléments-là. Et j'ai été vivre il y a 2 ans avec des Indiens Kogi dans différentes communautés, et effectivement, on a décidé, eux ont décidé, d'inviter nos sachants de notre monde moderne, donc 6 scientifiques, à venir vivre avec eux et à partager 6 heures par jour leur savoir et les nôtres. Et c'est assez extraordinaire de découvrir à quel point, en réalité, quand eux, ils nous parlent, ils nous disent « Mais vous savez, les montagnes se parlent ». Et donc on les regarde, on dit « Ah bon, les montagnes se parlent, mais comment ?» Le nuage, c'est un messager. Il vient, il prend les éléments, il les transmet ailleurs. Et quand on regarde scientifiquement parlant et qu'on fait des découvertes absolument extraordinaires sur les microbiotes qu'on peut retrouver dans certains types de nuages, et effectivement, qui vont à un moment donné vont se retrouver ailleurs
et comprendre que si la pluie existe, c'est parce qu'il existe une stratégie d'une bactérie pour aller coloniser d'autres territoires, et donc qu'elle a réussi sur sa carapace à être glaçogène pour attirer les micromolécules d'eau sous la forme de vapeur pour les transformer en gouttelettes d'eau et pour pouvoir ensuite aller à travers la pluie contaminer d'autres territoires. Donc c'est une intelligence du vivant. Eh bien, on commence à rejoindre les deux. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est de découvrir à quel point, plus on avance dans la science, et d'ailleurs, la science quantique derrière ramène ces dimensions qui nous réinterrogent aussi sur notre rapport au monde, eh bien, en réalité, on se rend compte qu'on rejoint à un moment donné nos savoirs. Et je crois qu'il faut de plus en plus de scientifiques pour s'éveiller, et on n'a pas demandé à tous les scientifiques de devenir des chamans, mais par contre, à un moment donné, ouvrir leurs écoutilles pour réussir à comprendre finalement ce lien, c'est absolument essentiel. Et je terminerai peut-être sur un point. Les Kogi, quand ils sont venus ici, en France, l'année dernière, parce qu'on a fait un diagnostic territorial croisé. Nous, on a été observer leur territoire et faire un diagnostic avec notre œil de scientifique. Et eux ont fait un diagnostic avec leur œil, en fait, d'un peuple autochtone qui vit depuis 3500 ans de la même manière en Colombie et qui est absolument autonome et autosuffisant à lui-même. Et donc, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, mais en fait, l'eau est en train de disparaître parce que la terre la ravale en ce moment. Alors ça peut paraître fou et on se dit finalement c'est un peu un conte comment l'eau elle est en train de rentrer sous terre. Et il faut savoir qu'il y a un cycle de l'eau profond. Ce cycle de l'eau il descend jusqu'au noyau terrestre. C'est d'ailleurs parce qu'on a ce cycle de l'eau profond qu'on a des séismes, qu'on a la tectonique des plaques et qu'on a en réalité un mouvement au niveau mantélique qui permet d'avoir une viscosité. C'est grâce à l'eau qui s'infiltre dans les failles. Et on vient de faire une découverte incroyable. On a découvert qu'en fait, actuellement, il y a 4 fois plus d'eau qui pénètre à l'intérieur de la Terre que de l'eau qui en ressort. C'est-à-dire que l'eau est en train d'avaler la Terre est en train d'avaler son eau dans ses entrailles. Et c'est une réalité aujourd'hui scientifique qu'on a pu prouver parce qu'on a de meilleurs outils de modélisation des séismes, des ondes sismiques, qui nous ont permis de comprendre ça. Et en fin de compte, ça rejoint complètement ce que nous dit un peuple qui, lui, ne vit que dans sa montagne. Et je trouve que c'est passionnant de se rendre compte à quel point, finalement, il y a un chemin à tracer. Et il y a sans doute des chakras à ouvrir chez les scientifiques, parce qu'on en est effectivement encore très loin. En tous les cas, ces peuples autochtones sont, eux, ouverts à échanger avec les scientifiques. Et ça, c'est nouveau parce que le peu de scientifiques qu'on est, qui s'intéressons à eux au quotidien, ça leur donne de l'estime d'eux-mêmes. Moi, je me rappelle, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils soient rencontrés en France par le ministre de l'écologie, mais pour eux, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils étaient reconnus, alors que dans leur propre pays, ils sont pris pour des dégénérés. Et donc, en fait, il y a ce chemin d'ouverture qui va être essentiel, et il faut qu'on aille dans ce sens. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir couper puisqu'on a dépassé de 10 minutes, mais continuez les échanges juste à côté. Et merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Thank you, Eduardo, for coming with us today. Et on continuera donc demain également à la Water Odyssey. Donc n'hésitez pas à suivre le reste de la programmation. Je vous remercie.